Aux échecs, le coup E4 est le premier coup des blancs le plus joué, que ce soit du niveau amateur à un niveau un peu plus confirmé, voire même jusqu'à un niveau grand maître et au-delà. Il serait donc judicieux pour votre répertoire, c'est-à-dire aux ensembles d'ouvertures que vous comptez jouer, dans ce cas avec les noirs, de prêter une attention particulière à l'étude de ce coup. Eh bien, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est l'étude d'une défense solide, déséquilibrée et stratégique contre le coup E4. Je veux parler de l'ouverture Caro-Kann qui continue ici après le coup C6. Ok, donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en ce moment, je suis un petit peu malade, mais bon, tant que je peux faire des échecs, ça va encore. Comme je vous l'ai dit précédemment, on va étudier les différents plans et idées qui se cachent derrière le coup C6 et commençons sans plus attendre. Alors, je vous l'accorde, si c'est la première fois que vous voyez ce coup sur l'échiquier, vous devez vous demander mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en effet, si on se fie aux principes généraux de l'ouverture, on a l'impression que le coup C6, c'est juste un coup qui reflète une très mauvaise compréhension de cette phase de jeu. En effet, ça développe aucune pièce, ça prend pas le centre, et en plus, ça prépare aucunement le roi à se mettre à l'abri. Mais, et je pense que vous l'avez remarqué, le coup C6 prépare la rupture centrale D5. Donc, même si dans un premier temps, ça ne respecte aucun principe de l'ouverture, c'est un coup qui prépare le respect de ces principes. Donc, si on peut le dire comme ça. Les blancs ici, sur C6 réagissent la plupart du temps par D4. C'est très logique, hein, de toute façon. Les blancs n'ont ni joué E5, ni joué C5. Les noirs, pardon, n'ont ni joué E5, ni joué C5 pour empêcher la poussée D4. Alors, pourquoi pas le jouer et prendre le centre. Et ici, évidemment, on réagit par D5. Alors, D5, ce sera toujours notre deuxième coup. Au moins, on est sûr que sur E4, on va toujours jouer C6, D5. C'est donc à partir de cette position que l'on va étudier les grands plans qu'ont les noirs dans cette ouverture. Alors une première chose que l'on peut noter, c'est qu'après le coup D5, ici les blancs, leur pion E4 est attaqué. Et en fait, ils sont obligés de réagir face à cela immédiatement. Soit par la poussée E5, soit par la prise du pion en D5, soit par la protection du pion E4, notamment avec cavalier C3, cavalier D2. Alors on étudiera en détail un petit peu comment réagir face à toutes ces situations, mais quoi qu'il arrive, le pion E4 ne va pas rester très longtemps en E4 et en fait, on peut déjà noter le premier plan qu'ont les noirs dans cette ouverture, dresser une très grande chaîne de pions comme ça sur case blanche, parce que E6, ça va être un coup qui va arriver très rapidement, de jouer avec cette jolie pyramide de pions comme ça. Alors, elle va pas rester très longtemps en place, mais on va, c'est ce qui va se passer dans un premier temps. Et on choisit de jouer la carocane pour également laisser à notre fou la possibilité de se développer avant que l'on joue E6. Et ça, c'est notamment une grande différence avec l'ouverture française qui commencerait après E4, E6, D4, D5, E5 par exemple. Bon, après, je peux prendre n'importe quel autre coup, mais je trouve que 5, c'est le plus parlant pour cela. Ici, notre fou, le fou C8, eh ben, il a vraiment du mal à trouver de l'activité. Alors que en jouant la carocane, certes, on perd un temps en jouant C6 parce que souvent, on va vouloir jouer C5 et c'est un plan auquel on va revenir juste après. Mais on laisse la porte ouverte à notre fou pour sortir. Par exemple, sur la poussée E5, on va jouer fou F5, puis E6 quasiment toujours après. Sur la prise, on va essayer de garder le pion en E7 le temps que notre fou se développe soit en F5, soit en F6. Et enfin, après cavalier C3, notre réaction, ce sera de prendre. Alors, cavalier C3 ou cavalier D2 revient au même. Et après la reprise du cavalier, pouvoir développer notre fou en F5 et pousser le pion en E6, ainsi d'avoir cette pyramide de pions et notre fou sorti de cette pyramide. Comme ça, il ne se retrouve pas coincé derrière bêtement en C8. Donc voilà l'idée la plus importante qui se cache derrière l'ouverture Caro-Kann. L'idée fondatrice, c'est sortir le fou avant de pouvoir jouer E6 comme ça. Alors ici, je vais faire une avance très rapide sur les coups. Évidemment, je reviendrai plus tard quand je regarderai cette variante précisément pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on joue tel coup, pourquoi tel coup est joué, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui pourront vous paraître étranges pendant cette variante. Mais rassurez-vous, je vous les expliquerai un peu plus tard dans la vidéo. Mais c'est juste pour vous expliquer le deuxième plan qu'il peut y avoir ici. Donc après, par exemple, bon ça c'est une suite de coups classiques qui puissent arriver. Cavalier D7 ici, pas mal d'échanges arrivent. Déjà, après E6, là, on voit qu'on a formé finalement cette belle chaîne de pions très solide.
Les blancs ont une avance de développement, donc ont leur dame, leurs 2 cavaliers développés. Bon, nous, on a peut-être, peu de développement, mais comme je disais, tellement on a une structure solide et incassable que les blancs ne peuvent pas profiter de leur avance de développement et après quelques coups de développement supplémentaires, je me suis arrêté là sur la variante et là, c'est surtout sur ce coup-là qu'il faudrait, porter votre attention, c'est le coup C5, qui est très important. En fait, lorsque vous aurez créé votre pyramide de chaîne de pions, alors d'ailleurs ici le pion de pointe, le pion D5 a disparu, parfois il restera, parfois il ne sera pas là. Mais en tout cas, lorsque souvent d'ailleurs quand il ne sera pas là ou bien que les blancs auront une supériorité au centre, c'est-à-dire que soit ils auront 2 pions contre 1 dans la variante d'avance, ou bien, hem, comme ici, on a un pion contre 0, notre plan va être de jouer pour la rupture avec C5 ou E5. Parce qu'on ne peut pas rester éternellement avec notre structure de pion, solide comme ça. On va finir par se retrouver complètement étouffé. Il va falloir faire une rupture au centre, qui est extrêmement important et d'ailleurs dans toutes les ouvertures, il faut une rupture au centre. Donc, l'autre exemple, de la variante un autre exemple de variante où il pourrait y avoir cette rupture, c'est sur la variante d'avance, par exemple, hop, ici, après fou F5, cavalier F6, E6, on voit qu'on n'a qu'un seul pion au centre. Donc le centre, je parle du carré magique, hein, ceux qui l'ont appris comme ça. C'est les 4 cases au milieu de l'échiquier. Ici, on a un seul pion au centre contre 2 adverses. Donc on va vouloir créer notre rupture avec C5 ici, comme on ne pourra pas jouer E5. Voilà donc les 2 grandes idées, à garder en tête toujours lorsque l'on joue à Caro-Kann. 1, développer son fou. 2, fermer la chaîne de pions avec E6 et 3, jouer pour une rupture E5 ou C5. C5 étant, celle qui va arriver le plus souvent. Maintenant, ce sera un peu plus difficile de continuer à vous parler de plans généraux sans passer par l'étude des variantes. Donc, je vous propose ici, de notamment analyser la suite de coups que l'on a vu précédemment. Alors ici, nous avions dit qu'après le coup de D5, les blancs ont 3 possibilités: avancer, prendre ou protéger le pion en E4. Regardons déjà ce qui se passe sur cavalier C3, la suite de coups que nous avons vu précédemment. Ici, si on veut développer notre fou correctement en F5, donc cette variante-là s'appelle la variante classique. Si pour développer correctement notre fou F5 ici, on peut jouer D prend E5, cavalier prend E5 et enfin continuer par jouer fou F5 afin de développer notre fou et de continuer par E6. Sachez qu'ici, il y a 2 autres possibilités. Il y a le coup cavalier F6 ici qui s'appelle la variante Korchnoi qui emmène dans un jeu un peu plus compliqué et pas forcément dans les plans principaux de la Caro-Kann que l'on peut voir ailleurs. Et il y a également le coup cavalier, D7 ici, dans le but de jouer cavalier F6 sans que ça déstructure nos pions. Mais bon, ça c'est une variante qui est un peu moins qui je trouve, un peu plus ennuyante comparée à, celle, oups là, excusez-moi, comparée à celle après fou F5. Donc fou F5. Alors ce coup peut sembler gagner un temps sur le cavalier, mais en fait après cavalier G3, on va se rendre compte que, bah, finalement c'est le fou qui va perdre un tas de temps, notamment avec les coups que j'ai surlignés ici en bleu. Les blancs vont, gagner beaucoup de temps sur le fou, donc l'inconvénient de sortir le fou trop tôt, c'est qu'il va un petit peu se faire attaquer. Mais ici, je l'ai également souligné, le cavalier, est pas forcément hyper bien placé en G3. On va voir pourquoi dans la suite, des coups. Donc fou G6, on recule notre fou. Ça ferait pas de sens, hein, de revenir en D7 ou en C8. H4. Alors ça, c'est un coup assez thématique dans l'ouverture. L'idée, elle est très simple, c'est de venir jouer H5 et menacer l'enfermement du fou. Parce que si ici, par exemple, on se dit: «Ah bah, je vais jouer E6 et j'ai complété mon plan», ah bah, il y a H5 qui arrive et finalement le fou, n'a plus aucune case ici et il va être perdu et vous perdrez une pièce. Donc faites très attention quand les blancs jouent H4, c'est qu'ils ont l'intention de jouer H5. Par conséquent, ici, on joue H6 pour se laisser la case H7 au cas où les blancs, continueraient par H5. Alors ici, les blancs continuent par cavalier F3 dans l'intention de venir en E5 pour chasser une nouvelle fois le fou, qui reperdrait un temps encore une fois à venir en H7. Alors pour cette vidéo d'introduction, je vais vous proposer le coup cavalier D7, mais sachez que moi personnellement je joue le coup E6. Alors c'est des idées très différentes et c'est une variante beaucoup plus compliquée. Alors l'idée de cavalier D7, c'est d'empêcher cavalier E5, comme ça on pourrait simplement prendre avec, comme je l'ai noté en bleu, des coups de développement assez classiques. Et mais le truc, c'est qu'après E6, il faut quand même bien connaître, bien savoir ce que l'on fait, notamment si les blancs jouent cavalier E5, ça peut être très dangereux.
Donc ici, je vous propose plutôt de jouer cavalier D7. Les blancs continuent par H5, regagnent un temps sur le fou recule en H7, fou D3, finalement le fou se fait changer et malheureusement on se rend compte quand même qu'on a perdu pas mal de temps. Et c'est pour ça que ça c'est un petit inconvénient de l'ouverture Caro-Kann, c'est que on a souvent un petit retard de développement, hein. C'est vrai qu'on a joué quand même fou F5, fou G6, fou H7 et fou prend D3, mais quand même après E6, on a quand même une structure de pion extrêmement solide. On a un très bon fou ici en F8 et on s'est débarrassé de ce qui pouvait être notre pire pièce sur l'échiquier. Et à noter que même si les blancs ont beaucoup de pièces développées et semblent être déjà dominants dans la position, le cavalier en G3 ici est très mal placé, notamment parce que les blancs ont des idées de grand roc la plupart du temps et ils vont devoir se débarrasser de ce cavalier afin de pouvoir lancer une attaque sur G4. Une attaque sur le roi noir via la poussée G4. Donc les blancs continuent par exemple par fou D2. C'est pas le seul coup, mais on va juste noter ce coup pour l'instant. Cavalier F6, on continue à se développer. Grand roc, fou E7 et ici, j'ai arrêté la variante ici parce qu'après, il n'y a pas besoin d'énormément connaître plus loin. L'idée, c'est qu'en fait, on va juste jouer petit roc et, comme on disait, préparer absolument la rupture C5. Ça, c'est notre plan principal ici. Parce que 5 serait plus compliqué et plus affaiblissant, notamment pour le roc. Et le plan des blancs pourra être de jouer par exemple cavalier E4. Donc ça, c'est ce qui arrive souvent dans cette position, c'est cavalier E4, un échange a lieu en E4 et on vient jouer cavalier F6, regagner un temps sur la dame. Et comme ça, on peut regagner un peu de temps de développement et on se voit que finalement, même si les blancs avaient un avantage de développement, ils ont quand même échangé une de leurs pièces soi-disant actives contre une de nos pièces passives. C'est un peu comme s'il y avait un échange entre le cavalier G3 et le cavalier D7. Et finalement, les noirs s'en retrouvent contents car ils regagnent leur temps perdu. De retour au deuxième coup de notre ouverture. Donc nous avions dit ici que les blancs ont un choix stratégique à faire vis-à-vis de leur pion E4. Et qu'est-ce qui se passe maintenant si les blancs décident d'avancer leur pion comme ça en E5, de prendre de l'espace dans notre camp? Alors c'est vrai que ce coup peut paraître un peu énervant et un peu irritant parce qu'il empêche le développement naturel de notre cavalier en F6 et il pourra prendre également un peu plus tard le contrôle de la case D6 qui peut être embêtant notamment si on voulait développer notre fou ici. Mais ici, pas de panique. On va simplement jouer fou F5, appliquer notre règle que nous avions formulée précédemment, qui est de sortir le fou avant de jouer E6. Je pense que vous avez retenu le plan. J'ai plus besoin de me répéter. Et donc ici, les blancs ont beaucoup de possibilités. Alors, je vais toutes les mettre ici euh, sous vos yeux. Donc, le premier coup, on va regarder le coup H4 et cavalier F3. Et le coup cavalier D2 va retransposer la plupart du temps dans la grande ligne. Donc en fait, il n'y aura que les coups G4 et cavalier C3 qui seront pas vraiment analysés ici. Mais à noter que G4, vous pouvez simplement reculer votre fou en F6, en G6, et que si les blancs cherchent à attaquer votre fou comme ça, vous pouvez simplement jouer H6, voire même H5 pour pouvoir laisser une case de fuite à votre fou. Donc la variante G4 ne peut pas vraiment être un coup problématique, mais le coup cavalier C3 par contre, peut-être un peu plus problématique si vous ne connaissez pas, mais c'est un coup qui reste extrêmement rare. Et si jamais je tombe dessus en blitz, je vous le montrerai. Donc n'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos quand cela arrivera. Mais bon, il y a une manière de réfuter évidemment le coup cavalier C3. Alors ici, après le coup fou F5, on va d'abord donc regarder le coup H4. H4, c'est dans le plan assez simple de vouloir jouer G4, H5 et d'essayer d'enfermer le fou ici. Le fou en F5 est sorti entre guillemets un peu prématurément. Ici, les noirs ont plusieurs choix possibles. Je vous recommanderais, je pense, de jouer le coup H6, mais notez que H5 est également jouable et si vous voulez le jouer, bah, libre à vous. Comme ça vous évite d'avoir à trop galérer avec votre fou et ça stoppe immédiatement l'expansion à l'aile roi des blancs. Bon, ici, regardons le coup H6. Les blancs, ici, dans la même idée de vouloir chasser votre fou, vont jouer G4 pour l'attaquer. Deux variantes sont possibles, encore une fois. Je vous recommanderais de jouer le coup fou E4 pour avoir des... Si vous voulez vraiment être un style un peu provocateur, je vous recommande le coup fou E4. Mais si vous voulez simplement jouer fou D7, c'est également possible. Bon, ça renonce un peu à notre plan de sortir le fou avant de jouer E6. Et vous allez voir que vous allez jouer E6 et C5, donc vous n'allez pas non plus
être très content d'avoir enchaîné cette variante, mais pff, c'est une variante dans laquelle les blancs ont joué H4 et G4, on ne sait pas trop pourquoi, qui pourront être considérés comme des faiblesses. Mais bon, ici, sur G4, je vous recommande fou E4, enfin, je vous invite à jouer fou E4 qui est un peu provocateur. F3 donc, parce que ça a attaqué la tour. On recule notre fou en H7, et ici, l'idée des blancs, c'est de jouer E6. Alors E6, c'est un coup qui peut faire peur, parce que c'est vrai que si en fait on prend E6 ici, on se retrouve avec des pions doublés, une horrible structure, des grosses difficultés à développer ce fou en F8, et un roi qui va finir par être faible, notamment à cause de la diagonale que j'ai surlignée ici. La diagonale E8 H5. Mais ici sur E6, il faut pas prendre le pion en fait, c'est ça l'idée. C'est qu'ici, il faut absolument jouer dame D6 pour que nous, on menace finalement de prendre le pion. Donc finalement, après E prend F7, ici, les noirs se déroquent certes, mais on va voir un peu ce qui va se passer après. Roi prend F7. F4, alors je ne l'ai pas noté, mais je vais le rajouter, dans l'idée d'empêcher le coup E5, parce que si les noirs arrivent à jouer E5 ici, malgré leur roi déroqué, ils ont une avance de développement et ils vont être juste très bien, donc F4, et cavalier F6. Et en fait ici, ok, on a notre roi déroqué, ok, on a un petit problème de développement avec notre fond F8, mais on a 3 pièces bien développées, une dame qui est assez active en D6, qui menace potentiellement des infiltrations via l'aile roi comme ça, un fou H7 qui est discret mais qui reste quand même très actif sur cette diagonale, et tandis que les blancs n'ont développé absolument aucune de leurs pièces et ont au contraire poussé tous les pions de leur roi, donc leur roi va avoir du mal à trouver refuge. Donc ça c'est la variante que je pourrais vous proposer contre la variante Tal, qui vous emmènera dans des parties plutôt intéressantes. Revenons donc quelques coups en arrière pour voir la manière principale de jouer pour les blancs ici après le coup fou F5. Donc on a dit qu'il y a beaucoup de coups possibles, mais qu'il y en a vraiment très peu qui posent de vrais problèmes. Je voulais juste retenir du coup sur la variante principale parce que c'est quand même intéressant, parce qu'on va jouer un style de milieu de jeu qui est un peu différent de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Donc ici, après cavalier F3, étant donné que notre fou n'est pas menacé d'être enfermé, on peut simplement continuer par E6 et se contenter comme ça d'avoir sorti notre fou de la chaîne de pions et d'avoir complété notre triangle de pions comme ça. Les blancs enchaînent par fou E2 ici. Alors pourquoi pas fou D3, qui peut être souvent joué aussi à niveau amateur. L'idée c'est qu'en fait les blancs veulent garder leur bon fou contre le mauvais fou pour laisser le mauvais fou des noirs. Ici, même s'il est mauvais, il reste quand même très actif. Et en fait, si les blancs échangent ces pièces, ça arrange un peu les noirs, parce que on voit que les noirs sont en manque d'espace, donc échanger les pièces serait plutôt en leur faveur. Donc voilà pourquoi ils jouent fou E2, garder les pièces, garder leur bon fou. Alors ici, il y a 3 coups jouables, je crois, pour les noirs qui n'ont pas spécialement de nom. C'est cavalier E7, cavalier D7 et C5. Ici, on va se concentrer sur le coup cavalier D7, qui je pense est le plus joué. Donc ici, les blancs continuent par roc. À noter qu'ici, la raison pour laquelle je vous propose pas le coup C5, parce qu'en fait, ça rentre dans de très grandes complications, notamment après C5 fou E3. Ici, ça peut être très dangereux pour les noirs s'ils ne connaissent pas. Donc voilà pourquoi je préfère jouer le coup un peu plus tranquille à première vue, cavalier D7. Donc on continue. Roc. Ici, on joue H6. Alors H6, ça peut paraître être un coup lent et inutile, mais très important. Déjà, faut noter qu'on est dans une position fermée, hein, que les blancs ont du mal à lancer une attaque rapide, les noirs aussi d'ailleurs, et donc ce genre de coups un peu lents entre guillemets sont permis. L'idée de H6, c'est que ça empêche le fou de venir en G5, ça empêche le cavalier de venir en G5, ça prépare potentiellement, vous allez voir, la poussée G5. Je vous en dis pas plus parce que c'est le coup pivot de la partie. Et ça laisse potentiellement une case de fuite à notre fou en H7, une petite porte de sortie au cas où il se ferait attaquer. Les blancs enchaînent par cavalier D2, vous allez comprendre l'idée de ce coup juste après. Les noirs, ici je vous recommande simplement cavalier E7, hein, on continue à se développer. Et en fait, après cavalier B3, on comprend l'idée de cavalier E2, c'est de venir empêcher la poussée C5. Et là, c'est vrai que si on ne sait pas quoi faire, on a un peu mal avec les noirs, hein. Toutes nos pièces quasiment sont entre la 8e et la 6e rangée, sauf notre fou et notre pion en D5. Et on a des cavaliers un peu mal placés, on a l'impression C5 est pas possible, et on se demande bien qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Alors ici, je vais vous rappeler simplement un principe aux échecs qui nous dit que lorsque
l'on peut pas réagir, lorsque l'adversaire attaque au centre, il faut réagir sur l'aile. Ici, on voit qu'on a du mal à réagir à l'aile dame, alors voilà le plan G5, on réagit à l'aile roi. Et en fait, ici, le coup G5 introduit une variante assez récente, assez moderne, qui démontre que l'ouverture Karoka n'est pas du tout une ouverture dénuée d'activité pour les noirs, que ça peut emmener dans des milieux de jeu très complexes et très, très tranchants. Les noirs ici comptent continuer par Dame C7, Grand Roc, C5, Cavalier C6 ici, et ont même des idées de F6 que j'ai pas noté mais qui est un des plans majeurs ici dans la position, pour ouvrir complètement le jeu sur le roi blanc et venir essayer tout simplement de jouer soit pour le mat, mais soit pour le mat, soit pour le centre. Il y a plein de choses à dire sur cette position, elle est très riche et je vous assure que les milieux de jeu en sont également passionnants. Nous en avons donc terminé pour l'étude de la variante d'avance. Alors, je vous conseille de jouer encore quelques blitz et également quelques que ce soit de vous ou simplement regarder des joueurs jouer un peu plus en blitz ou en partie longue, même la variante d'avance, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'apprendre lorsqu'on est en pratique plutôt que simplement apprendre les coups théoriques, parce qu'à chaque fois on se fait surprendre. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai noté, hein, mais le coup fou E2 s'appelle la variante short pour les blancs. Euh, Maintenant, il nous reste encore 2 variantes à couvrir. Les 2 continuons après le coup E prend D5. Donc ici, les noirs reprennent de C. Donc là, on voit que l'ouverture Caro-Kann est toujours une ouverture qui emmène dans des structures de pions déséquilibrées. Ici, on a la colonne C semi-ouverte pour les noirs et la colonne E semi-ouverte pour les blancs. Pour ceux qui connaissent, c'est la structure Carlsbad inversée, parce que d'habitude, c'est souvent l'inverse qui se produit, c'est les blancs qui ont C et les noirs qui ont E. Et ce changement qui peut paraître anodin, ça emmène souvent dans des milieux de jeu bel et bien déséquilibrés et avec des attaques et contre-attaques de part et d'autre. Donc ici, on va d'abord commencer par jeter un œil au coup fou des 3 qui introduit la variante d'échange à juste titre. Mais à noter que tous les autres coups, mis à part C4, comme cavalier F3, bon, cavalier C3, c'est pas hyper bon, mais je sais pas moi, C3, H3, etc. Vous allez voir que c'est des coups qui sont pas forcément très corrects pour les blancs, et vous allez le comprendre pourquoi après que j'ai expliqué le coup fou des 3. Alors fou des 3, comme je le note, ça empêche le développement naturel de notre fou en C8. En effet, il a du mal à se développer sur la case F5 ou G4, donc pour l'instant, en fait, c'est un peu embêtant pour nous parce que voilà, on a un peu du mal à voir comment continuer notre développement, notamment pour ce fou. Alors ici, on continue par cavalier C6, on attaque le pion D4, donc après C3. Encore une fois, cavalier F3, il y aurait fou G4, donc ça, ce serait plutôt bien pour nous. Donc sur C3 ici, je vais vous recommander dans un premier temps cavalier F6, qui est l'option la plus tranquille et qui emmène, où il n'y a pas énormément de complications, c'est la ligne principale. Mais en blitz, je jouerai la variante avec dame C7, qui laisse un petit peu le problème de développement du fou à plus tard, qui au contraire inverse un peu les rôles et empêche les blancs de développer naturellement leur fou en F4 et prépare également la poussée E5 pour les noirs. C'est une manière plus active de jouer qui pose plus de problèmes, mais c'est également plus de complications. Donc si vous connaissez pas très bien, je vous recommande simplement cavalier F3. Cavalier F6 dans un premier temps. Vous pourrez toujours changer par la suite. Donc cavalier F6, ça a pour but de venir soutenir l'arrivée du fou en G5. Donc c'est désormais une vraie menace en quelque sorte. Les blancs ont 2 réactions possibles, soit fou F4 qu'on va avoir juste après, soit H3 ici qui peut être un peu embêtant parce que là ça empêche un peu définitivement nos espoirs de sortir le fou. Donc là, malheureusement, la meilleure chose à faire, c'est de se résigner à jouer E6. Il me semble qu'on peut jouer G6 si on veut vraiment forcer l'arrivée du fou en F5, mais le problème, c'est qu'on va déstructurer nos pions et c'est pas forcément évident de jouer après ça. Donc ici, vaut mieux se contenter de jouer E6, tant pis. Les blancs ont quand même perdu du temps. À H3, c'est un coup qui est un peu inutile, mis à part ça. Donc cavalier F3, fou D6, roc, roc. Et ici, bon, on a un mauvais fou, mais on a quand même des plans, notamment de jouer A6, B5, B4, qui serait une attaque de minorité. Un plan classique ici dans les structures Carlsbad, justement. Alors, je devrais rajouter que le coup tour B8 fait partie de ce plan. Donc, voilà. Mais ici, les blancs ne nous empêchent pas de jouer H3 ici.
Ils peuvent continuer également par fou F4 dans l'idée d'assurer un nouveau contrôle de la case E5, de sortir leur fou parce qu'on va voir qu'ils vont jouer également cavalier D2, cavalier F3, comme ça le fou est sorti avant que le cavalier arrive en D2. Et ici on est content, on peut finalement jouer fou G4, sortir un autre fou. Bon, malheureusement, c'est pas encore tout de suite la fin des problèmes, hein, parce qu'ici les blancs jouent l'astuce dame B3. On pourrait s'attendre à cavalier F3, mais bon, comme on a dit, ça retransposerait dans quelque chose qui nous arrange. Et dame B3, c'est vrai que ça surligne le fait que on est parti en fait, le défenseur des cases blanches, pardon, est parti, euh, le défenseur des cases blanches de la dame est parti de la défense du pion B7, donc les blancs en profitent immédiatement. Ici, on vient jouer dame D7 pour protéger le pion, tout simplement. Les blancs enchaînent par cavalier D2, E6 et cavalier F3. Alors, le but d'avoir joué cavalier D2, c'est que maintenant, cavalier F3, on pourrait reprendre du cavalier. Et après, fou D6, ici, c'est important de jouer fou D6 et de pas jouer fou E7. Les blancs devraient échanger. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que justement, on peut avoir peur que les blancs prennent en B7 et gagnent un pion, mais en réalité, vous allez voir que c'est pas vraiment une très bonne idée de leur part. Je tiens juste à préciser qu'ici, après roc-roc, on a une position tout à fait jouable de part et d'autre. Sauf que si les blancs se montrent un peu gourmands et prennent le pion en B7, en fait, ici, on peut continuer par tour B8, qui chasse la dame. La dame est forcée de revenir en A6. On joue d'abord petit roc avant de continuer notre harcèlement de la dame, en quelque sorte. Et après petit roc, ici, on continue encore par tour B6, réattaque la dame. Dame A3, le seul coup pour protéger le pion B7. Ici, on vient jouer dame prend, pion prend. Et ici, le seul coup important à retenir, c'est juste tour C8. Et en fait, on se rend compte que certes, les blancs ont un pion de plus, mais pour l'instant, ce pion, on peut considérer qu'il est en A3 ou en A2, donc c'est pas des pions qui valent énormément de choses. Le pion C3 est faible. Et les noirs pardon, ont beaucoup d'activités. Toutes leurs pièces sont développées, même leurs tours sont sur des colonnes actives, et les blancs vont très probablement, dans un futur proche, reperdre un des pions, si ce n'est plus, vu la très mauvaise structure de pion. Hein. À noter que si le pion C3 tombe, le pion D4 va également tomber, donc même avec un pion de moins, vous allez voir que les blancs vont très vite vous le rendre. Et si vous me croyez pas, essayez de jouer cette position avec les blancs contre l'ordinateur, vous allez voir que votre position va très vite dégringoler. Donc revenons ici un petit peu en arrière pour regarder quelle est la dernière manière de jouer principale, on va dire, contre la carocane pour les blancs. C'est en fait, après le coup E prend D5, C prend D5, les blancs ne sont pas obligés de jouer fou D3. Ils peuvent également opter pour un autre système, c'est-à-dire le coup C4, qui est caractéristique de l'attaque Panov. Alors, quelle est l'idée du coup C4? En fait, l'idée, c'est simplement d'ouvrir la position complètement. Les blancs vont probablement se retrouver avec un pion isolé en milieu de jeu, c'est-à-dire que leurs milieux de jeu vont être plutôt en leur avantage, c'est vrai, ils vont avoir pas mal d'attaques et d'espace au centre. Mais bon, rien de dramatique si les noirs défendent correctement. Et plus les pièces vont s'échanger, plus ça va être en faveur des noirs. Notamment les cavaliers, parce que c'est surtout eux qui vont réussir à exploiter les cases faibles. Donc plus vous échangez de pièces, plus vous allez être content. Donc après le coup C4 ici, pour défendre notre pion en D5, on continue par cavalier F6, tout à fait logique. Les blancs enchaîneront normalement par cavalier C3. Ici, je vous recommande cavalier C6, histoire de laisser la porte ouverte au fou pour se développer, ou bien en E6, en F5 ou en G4, on va le voir. Ici, j'ai mis deux variantes. Il me semble qu'il y a plus de coups possibles, mais on va pas tout regarder dans le détail. Hein. Simplement, par exemple, sur quelque chose comme cavalier F3, on peut continuer par fou G4. Et ainsi terminer notre développement avec E6, fou E7 et roc. Et en cas de prise en D5, on reprendrait du cavalier pour laisser les blancs justement avec leurs pions isolés. Mais ici, sur cavalier C6, donc le coup le plus joué, c'est fou G5, qui met une pression sur le cavalier en F6, seul défenseur du pion D5. Et ici, on va retrouver un bon coup pour les noirs. C'est le coup fou E6. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles fou E6 c'est mauvais? C'est bon, pardon, dans cette position précise. Alors, justement, d'habitude, c'est pas un très bon coup de mettre son fou comme ça. Premièrement, parce que ça gêne la sortie du pion et généralement la sortie de ce fou. Sauf qu'ici, on a l'intention de jouer G6 et fou G7, donc ça va pas déranger le développement de notre fou. Puis notre pion qui soit en E7 ou en E6, ça nous dérange pas.
Deuxièmement, ça change rien. Deuxièmement, ça met une pression sur le pion en C4, donc on menace potentiellement au prochain coup de jouer D prend C4. Et enfin, souvent ce coup est puni par une idée qu'ont les blancs dans ce type de développement, c'est de jouer cavalier F3, cavalier G5 pour attaquer le fou. Sauf qu'ici, le cavalier n'est ni en F3 et en plus, il y a un fou en G5 qui obstrue cette case. Donc voilà pourquoi en fait ce coup ici est correct. Les blancs ici continuent par A3. Alors ici, il vaut mieux ne pas céder à la gourmandise et prendre le pion en C4. Il vaut mieux continuer à se développer normalement, continuer avec G6. Et malgré le fait que là, ça peut paraître un peu bizarre parce qu'on autorise quand même fou prend G6, E prend G6. Mais ici, les noirs sont au moins égales. Si les blancs trouvent le coup C5, les noirs sont au moins égales. Et après, fou G7, ici, on peut noter quand même qu'on a la paire de fous. Bon, je vous l'accorde, le fou en D7 n'est pas non plus très fameux. Je ne l'ai pas noté, mais on a également un pion isolé ici en D5. Donc ça peut aussi être un point négatif à la position. Mais on va mettre une très grosse pression ici sur le pion D4 des blancs qui est un peu arriéré. Et finalement, on a réussi à se développer très correctement. Je devrais ajouter que simplement, on continuera avec petit roc ici. Et on a également un petit avantage de développement. De retour ici à la position initiale de la Caro-Kann après C6, nous avons donc terminé l'étude des variantes principales. Et ici, je vais vous montrer 3 autres sous-lignes, moins en détail que les autres lignes que l'on a vues, parce que ce n'est pas celles qui sont les plus dangereuses et les plus intéressantes pour les blancs. Mais bon, je décide évidemment de les ajouter parce que vous risquez de les rencontrer quand même assez souvent en pratique. Mais bon. Alors à noter que ce sont des sous-lignes et que ça ne veut pas dire que les blancs sont moins bien, hein. De loin, ça reste une position jouable, mais c'est simplement que c'est moins populaire à haut niveau. C'est pour ça qu'on appelle ça, pour ça que j'ai appelé ça les sous-lignes. Donc ici, on va commencer avec la première, qui commence après cavalier F3, D5 et cavalier C3. À noter qu'on aurait pu commencer par cavalier C3, D5, cavalier F3. Et que même après, par exemple, cavalier C3, D5, D4, les blancs peuvent retransposer dans la variante classique. Donc il y a pas mal de transpositions avant C6, D5. Mais je tourne un œil donc à la variante des deux cavaliers. Donc l'idée des blancs, c'est de se développer assez rapidement, lors de cavaliers comme ça, pour essayer un petit peu de mettre la pression au centre notamment et induire les noirs en erreur. Ici par exemple, une erreur fréquente qui peut arriver, c'est de se dire que cette position est exactement la même que la variante classique avec D4, sauf qu'en fait après pion prend, si on joue de la même manière avec D prend E4, cavalier prend E4 et fou F5 ici, ah là ça me fonctionne moins bien et en fait le fait que les blancs aient joué cavalier F3 à la place de D4 change beaucoup de choses et là en fait les noirs sont déjà moins bien. Donc ici, après cavalier C3, il vaut mieux jouer fou G5, fou G4, pardon, venir clouer le cavalier, toujours dans cette même idée, encore et encore. Vous voyez que c'est toujours le premier plan qu'on applique dans la Caro-Kann, sortir le fou. Pour clouer ici le cavalier, ici les blancs vont continuer presque exclusivement par H3. Alors si je joue pas H3 et qu'ils jouent un peu tout autre coup, on peut simplement jouer E6 et se développer normalement. H3, ici le plan c'est de prendre en F3, et après dame prend F3, jouer E6. Et ici, on a une sorte d'ouverture. On aurait une sorte d'ouverture dans laquelle on a créé notre pyramide de pions. On n'a plus notre fou en C8. Et même si on se dit, ah, mais j'ai échangé un fou contre un cavalier. En fait, le cavalier F3, c'était quand même un très bon contrôleur du centre, notamment des cases D4 et E5. Et ici, vous allez voir que finalement, c'est les noirs qui ont un petit avantage stratégique, je trouve, face à l'échange du fou contre le cavalier. Alors les blancs ont pas mal de manières de jouer possibles. On va commencer par la manière la plus naturelle qui est de jouer D4. Alors à noter que c'est pas forcément le coup principal ici. Alors là, je vous conseille de jouer cavalier F6 pour mettre une pression immédiatement sur le pion E4. Alors c'est également, cavalier F6, c'est également un coup un peu provocateur parce qu'on pourrait se dire que les blancs ici joueraient E5, prendraient de l'espace et chasseraient le cavalier. Mais en réalité, après cavalier FD7, on va se retrouver dans une ouverture française dans une sorte de française dans laquelle les noirs n'ont plus leur pire pièce de l'échiquier, les blancs n'ont plus leur meilleur défenseur des cases noires du centre, et le cavalier en C3 obstrue la case C3 à leur propre pion. Donc en réalité ici c'est déjà les noirs qui ont l'avantage, donc si les blancs tombent dans le piège de pousser E5, là vous pouvez estimer avoir l'avantage dès le début. Les blancs continuent néanmoins par fou D3. Ici, on fait quelques échanges au centre, donc D prend E4, cavalier prend E4, cavalier prend E4 et fou prend E4.
Et on enchaîne après avec cavalier D7, dans l'idée de replacer notre cavalier en F6. Et après C3, cavalier F6, on attaque le fou va reculer quelque part, et puis on pourra simplement continuer, terminer notre développement en jouant fou E7 ou fou D6, c'est vous qui choisissez, et jouer petit roc, et normalement dans la position, il n'y a aucun problème. Bon, on peut regarder d'autres manières qu'ont les blancs de jouer. La manière principale, c'est de continuer avec D3 et pas D4, parce que justement, jouer D4, ça exploserait le centre un peu trop vite, notamment à cause de cavalier F6. Ici, on joue bien cavalier D7 en premier. Les blancs continuent par fou D2 dans le plan de jouer grand roc, en fait, parce que souvent quand les blancs vont jouer D3, ils ont l'intention de jouer des grands rocs. Voilà pourquoi on joue cavalier D7, c'est pour ouvrir les lignes petit à petit sur le roc. Ici, je vous recommande le coup de dame B6, attaque le pion B2, force les blancs en fait ici à aller plus loin dans leur plan en jouant grand roc. Et ici, vous pouvez continuer par D4 parce que finalement il n'y a pas de pion en D4, donc qui vous empêche de jouer ce coup. Cavalier E2, on prend de l'espace, et enfin terminer par A5. Et finalement les noirs commencent déjà leur attaque sur le roi blanc qui a déjà qui a déjà choisi un côté, alors que le roi noir ici est resté au centre de l'échiquier. On voit pas très bien comment il va se faire attaquer dans l'immédiat. Et bon, pour l'instant ici c'est une position assez équilibrée, mais si je devais choisir un camp ici, ce serait les noirs. Euh, donc voilà. Donc voilà pour la variante D3. Et une dernière manière que pourraient avoir les blancs de jouer après cavalier D7, c'est également de jouer avec un système avec G3, auquel cas ils voudraient plutôt mettre leur fou en fianchetto et roquet. Et ici, je vous recommande simplement un développement classique, un cavalier F6. Alors l'idée de cavalier D7 aussi, c'était d'empêcher la poussée E5 pour que maintenant sur G3, on puisse jouer cavalier F6 sans qu'il y ait E5. Fou E2, fou G2, pardon, fou C5, bien joué, on empêche également la poussée D4, donc on prend le contrôle en fait des cases noires du centre. Et après petit roc, ici on a une position tout à fait correcte et suffisamment déséquilibrée pour être jouée. Alors revenons un petit peu en arrière. La deuxième sous-ligne ici que je voulais mentionner, et vous y avez peut-être d'ailleurs déjà songé auparavant, c'est ici après D4, D5, on a dit que les blancs avaient trois choix pour faire face à l'attaque de leur pion E4, et vous êtes sûrement demandé, ok, bon bah les blancs ils peuvent protéger leur pion avec leur cavalier, mais pourquoi est-ce qu'ils pourraient pas également jouer F3? Et en fait, bah, c'est une variante jouable pour les blancs. Trop honnêtement, je la comprends pas très bien d'un point de vue stratégique, mais bon, elle est complètement jouable et ça s'appelle, il me semble, la variante Fantasy. Il y en a qui l'appellent la variante Marozzi. Bon, ça porte pas mal de noms. Et ici, le coup qu'on va jouer peut surprendre à première vue, mais finalement, ici, on va jouer E6. Alors, le truc, c'est qu'en fait, après le coup F3, notre fou, il peut pas se développer ni en F5 ni en F4. Nous en F5 ni en G4. Donc, ici, je vous recommande le coup E6 plutôt que d'essayer de forcer le développement de ce fou. Et en fait, finalement, on se retrouve comme si en fait on avait commencé une ouverture française après E4, E6, D4, D5. Pour je ne sais quelle raison, les blancs auraient joué F3 et pour je ne sais quelle raison, les noirs auraient joué C6. Mais dans ces variantes-là, ce qui est sûr, c'est que le coup C6 est moins problématique que F3 pour les blancs parce que F3 ça obstrue la case du cavalier. C'est pas forcément un coup qu'on aurait envie de jouer. Ici, les blancs continuent par cavalier C3. On en profite pour jouer fou B4, clouer le cavalier et développer un peu notre aile roi avant pour roquer. Les blancs jouent fou F4. En fait, l'intention des blancs ici, c'est de vouloir jouer grand roc et jouer avec des rocs opposés. Mais justement, vous allez voir qu'en fait, on va avoir une attaque plus rapide sur le roi blanc, un peu comme dans la variante avec les deux cavaliers. On continue avec cavalier E7 maintenant qu'on a sorti le fou en F8, dame D3 pour préparer grand roc. Ici, il y a un bon coup à retenir, c'est le coup B6, dans l'idée de venir développer le fou en A6, là-bas, sur une case sur laquelle, d'ailleurs, il sera même presque, je dirais, plus actif que son homologue. Et comme on ne peut pas le développer sur la diagonale C8, H3, on va le développer en A6. Et potentiellement, on va même l'échanger contre son homologue très très fort en F1. Alors en général, c'est pas très recommandé d'échanger une pièce contre une pièce qui s'est pas encore développée, mais ici on a vraiment affaire à une position fermée et stratégiquement ce sera mieux pour nous. Donc les blancs jouent cavalier E2 pour couper après fou A6, dame E3, la dame bouge, pour couper voilà cette connexion entre le fou A6 et le fou F1.
Et ici, après petit roc, grand roc, les noirs peuvent continuer par C5 et on va voir qu'en fait, vous allez voir qu'en fait, les noirs, vous voyez, ils ont déjà leurs pions qui sont déjà beaucoup plus avancés que les blancs pour une attaque contre le roi. Les blancs dans ces lignes-là vont très très rarement et n'auront jamais le temps en réalité hein, de jouer H4 ou G4 et de lancer une attaque. Alors que les noirs, eux, sont déjà prêts à jouer C4, B5, bouger leur fou, éventuellement même l'échanger contre le cavalier E2. Et vous allez voir que dans ces parties-là, en fait, vous allez prendre rapidement l'ascendant sur les blancs. De retour en arrière, ici, on va faire un petit retour pour regarder la dernière ligne qui pourrait être susceptible de vous arriver en partie et qui peut être un petit peu embêtante et un petit peu surprenante à première vue. C'est ici le coup C4. Alors ce coup C4 a l'air un peu pénible en effet parce qu'il nous empêche presque de jouer D5. Hein. Parce que ici, imaginons qu'on joue D5, les blancs pourraient prendre, prendre et reprendre, et on serait un peu forcé de reprendre de la dame pour ce qui laisserait en fait aux blancs l'occasion de jouer cavalier C3 à tempo, donc gagner du temps de développement. Donc ça peut peut-être un peu nous dissuader de jouer D5. À noter que le coup C4 ressemble à l'attaque Panov que nous avions vu précédemment, et ça s'appelle à juste titre la Panov accélérée. Les noirs ici continuent par D5, malgré tout. E prend D5, C prend D5. D4 retransposerait dans la Panov, donc, que nous avons vu. Mais C prend D5 entre effectivement dans une ligne indépendante. Et ici, l'idée, c'est de ne pas reprendre tout de suite le pion avec la dame. On va être patient et on va jouer cavalier F6 et on va s'apprêter à reprendre le pion avec le cavalier. Alors à noter qu'ici les coups fou B5 et dame A4 sont possibles, qui ferait un échec et qui serait peut-être embêtant parce que ça couperait la liaison avec le pion D5 et les noirs auraient peut-être un peu plus de mal à récupérer le pion. Mais dans tous les cas, il n'y a pas vraiment de problème hein, parce que le pion est quand même doublé sur une colonne semi-ouverte, très avancé dans le camp des noirs, donc il va finir par tomber un jour ou l'autre. Les blancs ne peuvent pas s'y accrocher indéfiniment et si j'ai l'occasion de tomber sur cette ligne-là en blitz, je vous en ferai une sélection, la sélection de partie. Mais ici, la plupart du temps, les joueurs jouent quand même cavalier C3. Ici, on prend D5 et après cavalier F3, l'idée intéressante que j'ai relevée, c'est jouer cavalier prend C3. Pour qu'ici, en fait, après B prend C3, on joue avec G6. C'est-à-dire qu'en fait, là, on va pour une fois pas chercher à développer notre fou. On va plutôt essayer de mettre notre fou en fianchetto et laisser ce fou-là pour l'instant. Ça paraît vraiment être un problème vu que on a plus trop l'idée de jouer E6 ou l'idée de jouer E6 et notre pion n'aura rien à faire là, donc ce fou-là pourra se développer quand il veut. Donc après ici G6, les blancs enchaînent par D4, fou G7, fou D3, des coups de développement assez classiques, petit roc, petit roc. Et ici après cavalier C6, le plan des noirs, ici ça va être de continuer donc par E5. Et vous allez voir qu'après E5, en fait, le fou, ici en G7, va exercer une très grosse pression le long de la diagonale, en combinaison avec le cavalier, et potentiellement, j'ai oublié de le rajouter, la dame qui pourrait arriver en A5 et qui mettrait également une pression sur les pions centraux. Alors ici, je note une ligne qui peut potentiellement vous arriver, c'est après tour E1 ici, qui semble un petit peu virtuellement empêcher E5. En fait, ici, on peut quand même le jouer, c'est ça qui est marrant. Et en fait, après cavalier prend, D prend, les noirs ont l'impression d'avoir perdu un pion. Mais en fait, après ici, le coup dame A5, il y a trop de faiblesse dans la position. Euh, Oups là, attendez, c'est juste parce que comme j'ai pas mis les flèches avant, il y a trop de faiblesse dans la position. Les noirs ont leur super fou en G7 mis en fianchetto. Ils vont activer leurs pièces, ils vont continuer notamment par exemple par fou E6, tour C8, etc. Ils sont même pas pressés de reprendre le pion immédiatement vu que le pion est faible dans tous les cas et il risque de tomber. Et donc voilà pour la dernière variante que je voulais vous montrer sur la carocane. Et voilà, nous avons donc fait le tour de toutes les idées, toutes les variantes possibles que les blancs pouvaient jouer. Non, en réalité, il y aurait encore quelques autres choses, mais bon, on peut pas tout couvrir dans une vidéo. Mais là, je vous assure que vous avez vraiment tout l'essentiel. Vous avez largement de quoi faire pour vous mettre à la jouer. Je vous conseille dans un premier temps en blitz, puis l'ajouter petit à petit à votre répertoire. Comme ça, vous pourrez apprendre les petites subtilités, savoir réfuter certains coups qui seraient imprécis des blancs, savoir aussi questionner vos propres coups quand vous sortez de l'ouverture. La prochaine série de vidéos sera consacrée à l'étude des coups D4, D5. Alors, la prochaine fois, ce sera une petite série de 3-4 vidéos. Je ne sais pas combien je vais en faire exactement, mais ça a porté sur ces lignes-là.
Donc on va voir beaucoup ça va beaucoup dépendre de ce que vont faire les blancs, mais vous allez voir qu'on va souvent jouer le coup C6, donc ça va être très en accord avec l'ouverture Caro-Can, histoire de construire un répertoire assez propre pour les noirs. D'ici là, je vous souhaite de très belles parties, sur la Caro-Can. Vous retrouverez le PGN en description, j'ai oublié de le dire, pendant la vidéo et je vous le dis maintenant, vous avez le PGN en description, vous pouvez le lancer sur Lichess, chess.com, des logiciels chess base, je sais plus s'il y en a des gratuits, mais en tout cas voilà, tout sera dans la description. D'ici là, je vous souhaite de très belles parties sur la Caro-Can et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, salut!